Il faut ici mettre en détail, décrire en détail ce qu'est l'accusation des Russes concernant la France. Ils estiment que, je le lis, une tentative du régime de Kiev, ce sont les mots évidemment des Russes, de perpétrer des attaques terroristes avec utilisation des bombes guidées de fabrication française Hammer et de missiles anti-radar armes de fabrication américaine contre des cibles sur le territoire russe a été empêchée. D'abord, en termes simplement techniques, est-ce que c'est possible ? Alors, c'est tout à fait possible que des armes françaises type A2SM, qui sont des bombes planantes qu'on peut larguer à quelques dizaines de kilomètres, soient utilisées par les Ukrainiens, tout simplement parce qu'on en fournit 50 par mois sans fin. C'est-à-dire qu'a priori, on va quand même les soutenir jusqu'au bout. Et ça, c'est un engagement fort de la part de la France. Ils s'en servent avec une grande efficacité. Ça touche au but dans 80% des cas, d'après les retours qu'on peut en avoir. Donc si les Ukrainiens ont reçu notre autorisation d'utiliser sur le sol russe, sur des cibles bien précises, qui sont des cibles militaires, ce serait logique qu'ils le fassent aujourd'hui. D'un point de vue technique toujours, est-ce que là, celui qui a donné l'arme a un contrôle ? Si les Ukrainiens l'ont utilisé, et on comprend bien que votre point de vue, comme celui de François Bayrou, et que c'est leur droit de légitime défense, est-ce que la France sait à quel moment il l'utilise, ou bien est-ce qu'une fois que l'arme est donnée... Alors... il y a des logiciels de préparation de mission dans lesquels on peut exclure des zones. J'étais préparateur de mission, j'ai configuré ces bombes en particulier. Donc je sais qu'on peut exclure des zones. C'est-à-dire qu'on pourrait interdire totalement le sol russe sur les logiciels qu'on va fournir aux Ukrainiens. On programme ça. On le programme, on exclut des zones. Et donc si jamais on a ouvert certaines zones, à ce moment-là, certainement qu'on peut les utiliser sur le territoire russe, même à tirer à partir des avions ukrainiens. Indépendamment de ces réglages préparatoires, est-ce que les Français seraient au courant, savent, disons, indépendamment des informations qu'on leur donne ? Non, a priori, le système n'est pas connecté à Internet. C'est vraiment le préparateur de mission qui configure le missile, la bombe, qui va fournir ça dans une sorte de disquette qui va dans l'avion de chasse, un Sukhoi 27 ou un MiG-29. Et ensuite, c'est le boulot de l'avion. Quel est l'avantage particulier avec ce type d'armes, ces bombes guidées, que les Ukrainiens auraient ? Alors, elles ont une grande efficacité, elles sont lourdes, on parle de plusieurs centaines de kilos, donc c'est-à-dire qu'on a des forts emports en termes d'explosifs. C'est pas comme les petits drones planants ou les ULM transformés qui transportent quelques dizaines de kilos. Là, on est à plus de 100 kilos d'explosifs. Elles ont une capacité de pénétration, elles ont une capacité également d'avoir une trajectoire finale sur des véhicules en mouvement, par exemple, c'est très efficace. On peut également cibler des environnements urbains avec une grande précision, puisqu'on est à moins d'1 mètre, et même, comble du raffinement, on peut faire en sorte que les bombes reviennent vers l'arrière, pour taper vers l'arrière, par exemple pour éviter des éclats qui seraient sur un environnement complètement civil. Elles sont super efficaces. Et ensuite, comme on n'est pas propulsé, elles sont très difficiles à détecter, c'est-à-dire qu'elles émettent pas de chaleur, donc elles sont pas faciles à intercepter, par exemple par les systèmes traditionnels. Et comme on n'est pas sur un gros avion de chasse, encore une fois, on est juste sur une bombe qui va planer sur 70 km, eh bien, finalement, il n'y a quasiment aucun système qui est capable de les détecter au radar, puis de les intercepter à la vitesse où elles vont aller. Sur le principe, est-ce que c'est, selon vous, une bonne chose que la France, on voit qu'on est ici à la limite peut-être de faire sauter un tabou, on verra ce qu'il en est. Oui, alors aujourd'hui c'est une accusation russe. Moi j'ai toujours dit que j'étais pour la symétrie. À partir du moment où les Russes s'autorisent, se permettent d'utiliser des armes nord-coréennes, iraniennes, sans limite de portée, sans limite de durée, pourquoi est-ce qu'on impose aux Ukrainiens des limites que la Russie ne s'impose pas ? Les Russes, quand ils utilisent les armes iraniennes, ils tirent à plus de 300 km. Nous, quand on donne nos armes aux Ukrainiens, on les limite à 300 km parce qu'on continue à respecter les règles que la Russie viole tous les jours. Pourquoi les Européens et les Américains, mais les Européens d'abord, sont-ils si frileux encore ? Ça c'est une question de volonté politique et de courage, mais à partir du moment où on s'impose des barrières nous-mêmes en disant oh là là, peut-être que les Russes vont nous regarder de travers, oh là là, on se met des lignes rouges. Qui met des lignes rouges ? On s'est imposé des lignes rouges. À chaque fois qu'on s'est imposé des lignes rouges et qu'on a fini par les briser, tout s'est bien passé. On a fourni aux Ukrainiens les moyens de survivre, de réussir des offensives à la fin de l'année 2022, de tenir toute l'année 2023 en reprenant la mer Noire. Donc finalement, les lignes rouges qui étaient de ne pas fournir de missiles longue portée, maintenant, la victoire de la mer Noire, c'est grâce à ça. Du Mattel de mêlée de première ligne, on voit l'efficacité qu'il a sur le terrain, même si c'est normal d'en perdre. Donc aujourd'hui, il ne faut pas s'imposer ces lignes rouges et c'est pour ça que l'évolution de la doctrine française est très intéressante. On a le sentiment, on va entendre Volodymyr Zelensky qui le dit, d'une frilosité quand même des Européens. C'est comme si on avait dit aux Français en
40, vous allez vous défendre, mais ne frappez pas, s'il vous plaît, l'Allemagne. Oui, et c'est d'autant plus étonnant qu'on a quand même l'Allemagne notamment qui est alarmiste sur l'avenir. On a des services occidentaux qui nous disent attention, si l'Ukraine s'effondre, voici les conséquences, et notamment une attaque directe sur les pays de l'OTAN. On a beau ne pas y croire, c'est quand même des renseignements occidentaux qui ont des informations sur la Russie qui est en train de se préparer. Donc si on veut éviter une troisième guerre mondiale, il faut absolument soutenir l'Ukraine dans des proportions beaucoup plus importantes que ce qu'on fait aujourd'hui. Écoutez Volodymyr Zelensky, il a donné une grande interview à l'AFP et parmi les points qu'il souligne, celui-là effectivement, il dit pour l'instant, on ne nous donne pas le droit de frapper en Russie avec le matériel occidental et c'est un grave empêchement que nous subissons. En ce qui concerne les capacités, ils peuvent tirer n'importe quelle arme depuis leur territoire vers le nôtre. C'est le plus grand avantage de la Russie. Nous ne pouvons rien faire face à leur système, qui sont situés sur le territoire de la Russie. Avec les armes fournies par l'Occident, nous n'avons pas le droit de le faire. C'est dramatique. Mais d'une manière générale, jusqu'à maintenant, quand le front était clairement établi avec une zone de profondeur occupée par la Russie sur le territoire ukrainien, bombarder dans la profondeur russe, ça voulait dire bombarder sur le territoire ukrainien, il n'y avait pas de problème. Et c'est ça la difficulté sur Kharkiv. Si on veut empêcher l'afflux, l'approvisionnement, le matériel, les hommes qui arrivent pour ce front, on est obligé de taper dans la Russie, territorialement, dans l'oblast de Belgorod. Donc si on interdit aux Ukrainiens d'empêcher l'afflux de matériel, il est sûr que ce front ne tiendra pas. Donc c'est légitime d'une part, mais c'est nécessaire militairement de pouvoir leur permettre d'utiliser notre matériel sur les arrières du front de Kharkiv. On va regarder la carte des longues distances pour bien comprendre, pour illustrer ce que vous dites. Et effectivement, pour les Ukrainiens, tout se joue là, n'est-ce pas? Combien de centaines de kilomètres faut-il pour qu'il soit vraiment efficace? Voilà, cette carte-là, avec la portée du missile HIMARS, celle du Storm Shadow, celle des missiles ATACMS, qui sont déjà utilisés, n'est-ce pas? Notamment en Crimée, on va le voir. En Crimée, bien sûr. Mais alors, simplement 80 kilomètres, ça changerait tout. Parce que les flux logistiques, les ponts russes qui sont utilisés, les dépôts de munitions, les dépôts de carburant sont dans les 80 premiers kilomètres. Ce qui n'est pas le cas sur le reste du front, puisque les Russes savent qu'ils ont reculé après l'arrivée des attaques ATACMS qui avaient 80 km de portée. Donc sur ce front-là, 80 km, ce serait déjà très intéressant. Si on allait plus loin, évidemment, si on allait jusqu'à 300 km, ce qui est le cas quand il tape par exemple sur la Crimée ou sur les oblasts occupés dans l'Est, il pourrait avoir d'autres objectifs stratégiques, et notamment des usines d'armement qui sont un petit peu plus à l'arrière. Il y aura de toute façon un intérêt pour ces armes, et dans tous les cas, ils les utiliseront d'une manière efficace, pas contre les civils. Il faut quand même comprendre qu'on n'est pas sur les mêmes objectifs entre les deux armées. Les Ukrainiens réussissent déjà à toucher un certain nombre d'objectifs très à l'intérieur. Bien sûr. 800 km, 1000 km, mais avec des drones. Avec leur propre matériel développé localement, ils peuvent aller à 1200, 1400 km. Ils en développent 1 à 3000 km de portée. J'ai vu les gens qui le conçoivent en ce moment. Donc on sait qu'ils vont aller de plus en plus loin. Mais on n'est pas sur une masse telle que nous, on pourrait leur fournir déjà. Donc le premier élément, c'est la quantité. Le deuxième élément, c'est la précision. On a par exemple ce fameux ULM qui a été transformé pour faire une sorte de drone kamikaze. Il visait peut-être à 50 mètres près. Mais quand vous voulez viser la fenêtre dans laquelle vous allez taper dans l'usine, eh bien, il aurait fallu un système occidental plus efficace. Les déclarations des Russes et les déclarations de Zelensky ce soir, on va les suivre dans quelques instants, ça bouge beaucoup, déclarations de la part des Russes, menaçantes et en même temps sur le dialogue possible. Et puis la déclaration de Zelensky, par certains côtés inquiétant, on va l'entendre dans un instant, qui dit en réalité les Occidentaux ne veulent ni la défaite de la Russie, ni celle de l'Ukraine. Oui, le statu quo, c'est vrai que ça y ressemble, mais c'est un défaut, c'est un vrai défaut. Si on avait donné à l'Ukraine tout ce qu'on lui a donné par la suite, à la fin de l'année 2022, elle aurait déjà gagné la guerre, et la guerre serait finie, et on serait en paix. Et plus on repousse le moment où on va y aller franchement, et on va franchement aider les Ukrainiens, plus cette guerre va nous coûter cher. Même si on ne le fait pas, si aujourd'hui on dit, allez, on va donner 200 milliards de dollars de matériel aux Ukrainiens, ce qui, en puisant par exemple dans les stocks américains, sur les 3000 chars qu'ils ont en réserve, s'ils en donnaient 1000, s'ils donnaient 200 avions de chasse, là, la Russie se sentirait réellement en danger, parce qu'elle sait qu'il y a une perspective stratégique dans laquelle elle ne peut pas tenir face au flux. Aujourd'hui, tant qu'on ne fait pas ça, eh ben forcément, on saupoudre, on les fait tenir, on les fait reculer, on leur donne 100 000 obus, et ils souffrent, et ils ne peuvent pas gagner, mais la Russie ne peut pas non plus l'emporter. Vous connaissez très bien l'Ukraine, vous y allez souvent, vous connaissez des combattants, vous les aidez aussi. Oui. Et est-ce que beaucoup d'entre eux sont inquiets de ce que l'Ukraine puisse être tentée? Elle a déjà négocié avec les Russes.
Ce qui, du point de vue ukrainien, est absurde, puisque pour reconquérir son territoire, elle a besoin d'armes. Bien sûr. Négociation n'a pas de sens. Est-ce qu'ils sont inquiets de l'idée qu'un jour, il pourrait quand même y avoir une forme de compromis? Mais le compromis... Alors, militairement, je pense qu'il y a plus grand monde qui espère un jour reconquérir le Donbass. Pourquoi? Le Sud, parce qu'il y a une continuité territoriale entre la Russie et le Donbass qui fait que les flux d'approvisionnement sont trop importants. Et aujourd'hui, mobiliser 1 million d'hommes et armer 1 million d'hommes, les alliés de l'Ukraine n'ont pas l'air de vouloir le faire. Est-ce que c'est pas du défaitisme, ça? C'est-à-dire, c'est comme si on avait dit à la France, désolé, l'Alsace, fini, quoi. Alors, s'il y a un gouvernement russe qui est capable d'évoluer sur ses positions aujourd'hui, je vous rappelle que la Russie, avant même de commencer à négocier d'un cessez-le-feu, ils imposent de reconnaître l'annexion des oblasts, y compris les zones que la Russie ne maîtrise même pas. Ils exigent la démilitarisation de l'Ukraine. Donc, si on a un gouvernement qui commence à être un peu plus logique, on pense par exemple aux opposants qui sont maintenant morts malheureusement, on peut imaginer que oui, tout comme l'Allemagne a abandonné ses possessions territoriales en France, qu'on n'a pas eu besoin de les repousser jusqu'à la frontière, peut-être que la Russie va comprendre. Vous semblez quand même pessimiste parce que théoriquement, enfin, c'est ce que les Ukrainiens ont toujours dit, ils se battront jusqu'au dernier centimètre carré de leur sol reconnu par le droit international. Mais ça veut dire ils ont raison. Donbass compris, Crimée comprise. Et vous dites à l'instant, Donbass, ce sera difficile. Il y a ce qu'on affiche. Les Russes affichent qu'ils veulent toute l'Ukraine. Et il y a ce qui est réaliste. On affiche évidemment qu'on veut libérer tout le territoire par les armes. Si on leur fournit tout le matériel, ils en sont capables, il n'y a aucun problème. Et on a la masse de manœuvre qu'on pourrait leur fournir dans les 2 semaines. On pourrait leur fournir tout le nécessaire pour réussir à reconquérir tout leur pays. On ne le fait pas. À partir du moment où on ne le fait pas, il faut être réaliste. La Crimée est récupérable, le Sud est récupérable, le Donbass sera beaucoup plus difficile. Il y a quand même des voix qui sont élevées, je pense à Boris Johnson en Angleterre, pour dire, contrairement à cette mentalité un peu de compromis, on se battra quoi qu'il en soit. Tant que la totalité du territoire ne sera pas libérée, les armes parleront. Ah mais ça, c'est une certitude. Si on leur donne le matériel, ils iront jusqu'au bout. Mais donnons-leur leur matériel à ce moment-là. Mais si on ne choisit pas d'y aller franchement, d'avoir une politique clairement ouverte pour que l'Ukraine puisse gagner, il faut être réaliste. Donc mais si Boris Johnson trouve les moyens de trouver le matériel, de convaincre Trump, ou le président américain, d'y aller franchement, oui, ils vont gagner et ils vont libérer leur territoire. Écoutons la menace russe, cette menace qui fait qu'une partie des Occidentaux, si on en croit Volodymyr Zelensky, essaye de ménager la chèvre et le chou et d'éviter même une défaite de la Russie. Mais on a peur que la Russie s'effondre, mais ça c'est quelque chose qui est logique d'un autre côté, parce qu'on ne veut pas avoir de nouveau plein de pays nucléaires, des petits pays à droite à gauche sur lesquels il y aurait des stocks. Mais personne ne croit que la Russie va s'effondrer si elle perd la guerre en Ukraine. Moi c'est quelque chose qui est complètement incohérent. La Russie, il faut qu'elle ne gagne pas pour qu'on n'ait pas une 3e guerre mondiale derrière. Le fait qu'elle ne gagne pas en Ukraine ne veut pas dire qu'on aura une multitude de petits États dangereux, faillis, comme, je sais pas, la Tchétchénie telle qu'on l'imagine. C'est quelque chose que moi je comprends pas. Et tant qu'on n'aura pas cette volonté et cette clarté politique qui sera clairement affichée, on restera dans ce entre-deux et on n'ira pas franchement. Mais oui, on est à 0,25% de PNB pour soutenir l'Ukraine, ce qui n'est pas suffisant. Mais la crainte de voir la Russie s'effondrer, je pense qu'aujourd'hui, c'est hautement improbable. Vous affichez parfois des opinions politiques. Vous dites, par exemple, je suis souverainiste. Voilà. Ça, il n'y a aucun problème. Et vous disiez aussi, vous étiez contre la participation dans l'OTAN, n'est-ce pas? Alors, si on s'y était pris il y a 20 ans, si on avait créé un OTAN européen qui n'est pas lié à l'Union européenne, mais avec les Anglais, etc., on aurait aujourd'hui une masse de manœuvre qui ne nous permettrait pas d'attendre les États-Unis pour éventuellement soutenir l'Ukraine. Si on n'a pas d'alignement stratégique entre les États-Unis et l'Europe, aujourd'hui on est faible. Donc moi mon objectif, si on se dit allez pour 2040, on fait un OTAN européen dans lequel on est tous alignés, dans lequel on a tous une armée forte, on fait des programmes d'armement communs, on arrête d'acheter aux États-Unis et on est souverain national si possible, européen si nécessaire. Moi, je le dis très clairement, c'est mon souhait sur le long terme. Je sais pas, je sais que ce souhait est partagé par beaucoup de gens, pas au niveau politique malheureusement, mais je pense qu'étant donné le décalage qu'on observe aujourd'hui entre les objectifs américains et la nécessité européenne de voir l'Ukraine gagner, on n'est pas aligné et on n'a pas les mêmes moyens. Et donc, il faut vraiment se donner cet objectif sur le long terme, d'être capable d'être vraiment souverain et autonome. Écoutez, le président Zelensky, c'est sans doute sa déclaration la plus frappante de la journée. Il fait beaucoup de reproches aux Occidentaux. Il leur dit, on l'a entendu, on n'a pas assez d'armes, on n'a pas assez d'avions. Il demande au moins 120, 130 avions. Et puis il dit, en réalité, les Occidentaux ne veulent pas vraiment la défaite de la Russie. Situation absurde, dit-il, ils ne veulent la défaite ni de la Russie, ni de l'Ukraine. Nous nous trouvons dans une situation absurde où l'Occident craint que la Russie ne perde la guerre. Et ils ne veulent pas que l'Ukraine la perde.
Car la victoire finale de l'Ukraine entraînera la défaite de la Russie. Et la victoire finale de la Russie entraînera la défaite de l'Ukraine. Et nous sommes ici avec vous en ce moment. Dans un tel moment et un tel défi pour tout le monde. Alors, on sent que lui-même hésite, parce que ce qu'il dit paraît, il le formule très clairement, enfin c'est une accusation, mais elle est juste. De son point de vue, il a totalement raison. Avoir l'objectif d'avoir 120 avions de chasse, c'est tout à fait logique étant donné la taille du territoire et étant donné les avions qui sont en face. Si c'est des F-16, c'est mieux qu'avoir des MiG-29 par exemple. Ce serait aussi peut-être pour faire passer une partie de sa flotte historique soviétique pour des avions plus modernes. C'est pas simplement atteindre 120 plus ceux qu'ils ont déjà. Donc c'est quand même un basculement à mon avis. Oui, c'est pertinent par rapport à la taille du territoire. Mais encore une fois, les Européens ne peuvent pas atteindre ce rythme. Atteindre 120 avions de chasse, c'est beaucoup trop. Nous, on ne peut pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les volumes, on n'a pas les avions. On a les avions, mais on s'en sert. On est quand même des pays qui ont une aviation. Il faut pouvoir intercepter un avion de ligne qui se perdrait. Il faut pouvoir protéger notre espace aérien. Les Russes continuent à nous titiller, donc on ne peut pas donner tout le matériel. Le fait qu'on les ait ne veut pas dire qu'on puisse systématiquement les céder. Pour pouvoir les céder, il faut qu'ils soient remplacés par des Rafales, par des F-35. Il faut que nous, on ait de nouveaux avions pour pouvoir fournir les anciens appareils. Est-ce qu'on est à la veille d'aller dans le ciel ukrainien ou non ? J'aimerais que vous réagissiez à ce que disait sur notre antenne le général Yakovlev. C'est la première fois qu'il articulait aussi nettement la chose en disant s'il y a des troupes au sol, il faut vendre le package. C'est-à-dire, ils ne seront pas seuls. Il faudra un appui aérien et donc certainement des avions français pour les protéger. Écoutez-le. On est dans l'engrenage. La logique est celle-là. Donc des avions qui au minimum sont en cap, comme on dit, close air patrol, qui volent au-dessus et qui interviennent au cas où. Ils ne se posent pas en Ukraine. Ils décollent, par exemple, de Pologne et ils patrouillent en Ukraine. Alors, juste sur le début, je suis pas d'accord. C'est pas un engrenage. On évite l'engrenage en évitant l'effondrement de l'Ukraine. C'est pas la même chose. Et elle est loin de s'effondrer aujourd'hui. Mais choisir de positionner des troupes sur place, c'est pour éviter un effondrement et donc un engrenage futur. Par contre, sur le principe, je suis à 100% d'accord. On ne peut pas imaginer de déployer des troupes sans avoir le matériel nécessaire qui est autour. Pas pour être offensif, encore une fois, dans une zone dans laquelle il n'y a pas de combat, par exemple dans le nord, sur la Biélorussie, en disant on mobilise. Allez, avec les Européens, 10 000 hommes, tous ceux qui sont motivés, ça libère 10 000 hommes ukrainiens qui seront plus utiles sur le front. Et oui, on est obligé de les protéger. On n'a pas besoin de se poser sur le territoire ukrainien pour pouvoir protéger nos troupes qui sont sur place. Il leur faut de la défense aérienne. Mais ça signifie que des avions français volent dans le ciel de l'Ukraine. Alors, étant donné la portée des radars, ça dépend où est-ce qu'on les positionne, mais on pourrait imaginer qu'ils restent en patrouille sur le territoire polonais, par exemple, et par contre qu'ils soient prêts à intercepter en 8 minutes. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de faire voler nos avions sur le territoire ukrainien pour qu'ils soient pertinents pour protéger les troupes qui y seraient déployées. Depuis le début, les Ukrainiens, c'était leur toute première demande en février 2022, disaient faites la police du ciel, c'est-à-dire bloquer le ciel, la no-fly zone. No-fly zone, tout comme on a soutenu les Israéliens quand ils ont été attaqués par l'Iran, on devrait être capable de le faire. Techniquement, il n'y a aucun problème. 90% des missiles qui sont tirés par les Russes sont interceptables par nos avions de chasse ou par les systèmes de défense aériens si on en fournissait. Donc oui, on est capable de le faire. Ils nous le demandent de le faire depuis le début. C'est de la légitime défense si on le fait. Évidemment, on n'aura pas l'aval de l'ONU puisque la Russie va bloquer toute décision, mais on n'a pas besoin systématiquement d'attendre que les Russes nous autorisent. Vous faites de vous-même la comparaison avec Israël. Je suis frappé de voir à quel point les Ukrainiens reviennent sans cesse avec cette comparaison. Ils ont vu que dans le cas d'Israël, en une seule nuit, les Américains, les Anglais, dans une moindre mesure les Français, agissaient tout de suite. Mais alors, il y a quand même une vraie différence, c'est qu'on est déjà sur place et on est positionné en Jordanie, on est entre l'Iran et Israël. Vous êtes mieux placé que moi pour savoir qu'un vol de Rafale entre la France et l'Ukraine, c'est pas très long, disons. C'est pas très long, surtout qu'on a des avions de chasse. Alors nous, on est positionné plutôt sur les États baltes, mais on a déjà des pays qui sont prépositionnés, y compris les Polonais, qui peuvent intercepter tout ce qu'ils veulent en claquant des doigts. Si les Européens le voulaient, ils le feraient. C'est une doctrine et c'est la tribune qu'on a écrite dans Le Monde cette semaine avec un certain nombre de personnes, dont le général Yakovlev, qui disent il faut déjà dans un premier temps faire évoluer notre doctrine. Tout ce qui passe à portée de nos missiles en restant sur le territoire polonais devrait être intercepté. Sur notre plateau hier, le général Richoud disait moi, je n'ai pas signé cette tribune parce que, disait-il, ça ne se fera jamais. Oui, mais c'est pas parce que ça se fait pas. C'est comme sortir de l'OTAN à horizon 20 ans. Le général Richoud pense que c'est pas faisable. Moi, je le souhaite quand même.
Est-ce que pourtant ça le sera? C'est-à-dire, on a vu qu'il y a un certain nombre de tabous ont sauté sur les chars, etc. Est-ce que ce tabou-là sautera? Ah mais j'espère et je souhaite qu'il saute, mais je pense qu'il sautera. Parce que légitimement, qu'est-ce qui fait la différence? En plus, légitimement, on a quand même des missiles russes qui violent l'espace aérien de la Pologne. On a des missiles russes qui tombent sur le territoire roumain. Quand il y a un missile qui s'approche de nous, on ne sait pas s'il va tomber, s'il va tuer des civils dans les territoires de l'OTAN. Donc les intercepter 20-30 km avant qu'ils arrivent dans notre territoire, c'est pas quelque chose qui me semble anormal, même d'un point de vue légitime défense. Et donc on peut protéger la ville de Lviv, par exemple, avec la certitude que tout ce qui passe là va être intercepté. Le port fluvial qui est juste en face de la Roumanie, on peut le protéger de la même manière. Il n'y a rien de belligérant, il n'y a rien d'agressif. Intercepter des missiles qui visent des civils parce que c'est de la défense aérienne, il n'y a rien d'agressif envers la Russie. On ne rentre pas en guerre quand on sauve des civils. Et ça, il faut vraiment avoir ça en tête. On ne prend pas de risque d'escalade quand on intercepte simplement des missiles qui passent à notre portée. Xavier, vous êtes...